Bonjour à tous, merci de votre présence. Tout d'abord, une première chose, quelqu'un a oublié ça lors de la dernière conférence. Si ça vous appartient. Non, personne ne le réclame. On proposera ça à la prochaine. Je vais juste vous dire un tout petit mot, puis laisser ensuite la parole à Kelly pour vous présenter la soirée de ce soir. Juste pour vous dire que nous fêtons cette année, début juillet, les 75 ans de l'association des Amis du Laboratoire Arago, comme certains d'entre vous le savent puisque je l'ai annoncé. Et à cette occasion, pendant l'été, nous vous présenterons des documentaires lorsqu'il n'y aura pas de conférence le mercredi. Donc cette liste de documentaires, vous avez pu la voir éventuellement à l'entrée. Ce sont des documentaires qui ont été faits soit par CNRS Images, Arte ou en collaboration avec d'autres équipes et qui, bien sûr, pour la plupart d'entre eux, touchent des thèmes marins. C'est normal pour nous. Et donc voilà, ça sera pendant tout l'été jusqu'au 4 septembre où nous terminerons par une soirée de clôture, en fait, où on parlera un petit peu justement de ces 75 ans, un petit peu d'historique sur ces 75 ans de l'association. Et puis voilà, on parlera un petit peu avec nous de tout ce parcours qui a été fait pour présenter la science au grand public et la faire partager. Notre recherche, la recherche qui se passe ici, puis celle à l'extérieur, que ce soit sur les modèles marins, sur la mer ou sur d'autres thématiques. Eh bien, je vais tout de suite laisser la parole à Kelly. Alors bonjour à tous, donc je vais vous présenter Gilles Mirango, donc enseignant-chercheur à Sorbonne Université, donc depuis 1984, si je ne me trompe pas, donc ça fait un moment déjà, et donc il est enseignant-chercheur, il a travaillé longuement sur le VIH, donc le virus du sida, et ensuite s'est reconverti sur le tard, donc sur le plancton, donc une passion pour le plancton qui lui est venue, donc il était sur Paris, ensuite Barcelone, et maintenant il est à l'Observatoire océanologique de Banyuls, et il travaille sur une toute petite algue et l'interaction entre cette algue et un virus. Donc Plancton Planète, donc là ça va être le thème donc, de cette conférence, Plancton Planète et la mission Bougainville. Alors la mission Bougainville, c'est une mission en fait avec la Marine nationale, en fait un partenariat, une association entre la Marine nationale et l'Alliance Océan de Sorbonne Université. Et donc Gilles va vous parler de cette mission Bougainville où des étudiants de Sorbonne Université vont aller sur des îles, donc outre-mer, faire des prélèvements de plancton et cartographier du coup le plancton dans les eaux territoriales françaises. Ok, merci Kelly pour cette présentation. Donc merci à tout le monde d'être là ce soir. Je suis très impressionné. Quand on a des conférences avec des scientifiques, en général, il y a moins de monde. Donc c'est vraiment super. Alors j'ai un diaporama qui est assez riche en informations. J'ai essayé de le faire assez light, mais par contre ça va défiler pas mal. Et il peut arriver parfois que certains concepts ou certaines choses soient un peu hermétiques. J'ai essayé de faire en sorte que non, ou de le rendre un peu light. Si jamais vous êtes en difficulté à un moment donné ou à un autre, surtout n'hésitez pas à me poser une question, à m'interpeller. Et sinon, vous gardez votre question pour la fin. Mais moi, j'ai aucun problème, vous pourrez m'interrompre à tout moment si vous l'estimez nécessaire. Donc, voilà, je suis enseignant-chercheur à Sorbonne. Je suis chargé de mission à l'Institut de l'Océan de la Sorbonne, auprès du directeur de l'Institut de l'Océan. Et ma mission, c'est de contribuer au développement de ce programme Plancton Planète et de l'initiative qui a été prise avec la mission Bougainville. Alors je vais vous expliquer un peu Plancton Planète, la mission Bougainville et tout ce que ça implique comme histoire. Alors, voilà, ouais. Donc Plancton Planète, à l'origine, c'est un programme de recherche destiné à être ouvert au public, donc de sciences participatives, qui a été créé par Colomban de Vargas. Je reviendrai dessus après, avec notamment Tara, la goélette Tara. Et puis, il n'y a pas si longtemps, il y a 3 ans environ, Colomban de Vargas et Christophe Prazuc se sont rencontrés sur un banc du parc Monceau à Paris. Christophe Prazuc était l'ancien chef d'état-major de la Marine nationale et il a pris la direction de l'Institut de l'Océan de la Sorbonne. Donc, c'est à ses côtés que je travaille maintenant. Et les deux ensemble sur ce banc du parc Monceau ont eu une inspiration
majeur. Ils ont inventé la mission Bougainville version 21e siècle. Alors cette mission Bougainville elle-même, je vais la détailler pas mal, mais avant je vais essayer de mettre en avant pourquoi on s'engage dans une expédition de ce type et qu'est-ce qu'on en attend. Alors le premier niveau du pourquoi, c'est avec cette image qui a été faite à partir d'Apollo 8 en juillet 1969, où on voit que la planète Terre, c'est peut-être davantage la planète mer. Il y a au moins 70% d'océans, de mer qui couvrent la planète. Et donc cette importance de l'océan sur la planète a inspiré un certain nombre de chercheurs, déjà depuis longtemps, mais en particulier en la fin des années 2000. Okay, donc avec la mer, il y a toute une historique, des expéditions, je ne vais pas revenir dessus maintenant, simplement je vais mettre en avant ce qui a été fait avec la goélette Tara, en particulier la première grande expédition qui s'est appelée Tara Océan, où il s'agissait d'un voyage où je crois que la goélette a fait 2 fois le tour du monde entre 2009 et 2012. C'est une initiative qui a été lancée par un chercheur, un biologiste cellulaire qui s'appelle Eric Karchanti et qui avait en fait comme objectif d'aller sur les traces de Darwin et donc de refaire un voyage suivant le voyage de Darwin. Alors c'était pas si simple que ça, il lui a fallu un peu de temps et puis il a rencontré à ce moment-là le fils d'Agnès B, la styliste, et ils ont découvert cette goélette qui était à l'abandon à New York alors que Chris Blake, le marin néo-zélandais, avait été assassiné sur ce navire en Amazonie. Le navire était abandonné, le fils d'Agnès B le retrouve, l'achète et avec une bande de copains et de partenaires mettent en place la goélette Tara. Eric Karchanti à ce moment-là lance la première grande expédition autour des océans avec comme objectif d'échantillonner la mer et d'y étudier le plancton. Alors dans cette expédition, il y avait un jeune chercheur qui s'appelait Colombo de Vargas, qui était un expert du plancton et des protistes, qui s'est impliqué beaucoup dans cette histoire. Et donc avec Eric Karchanti et toute l'équipe de l'époque, en fait, ils ont développé une approche holistique à travers les échelles, une approche holistique du vivant. Alors vous voyez ici un peu toutes les... alors attendez, je vais prendre mon pointeur. Voilà, pointeur laser, voilà. Donc ici, on a toutes les ordres de grandeur de ce qui les intéressait dans ce qui compose le plancton, des petits virus aux grandes méduses. Et donc tous ces éléments qui flottent, qui se laissent emporter par les courants dans la mer. Et donc l'idée, c'était d'aller récupérer des échantillons de tous ces êtres vivants. Alors pour ça, il y a des dispositifs de filtration pour isoler par catégorie de taille les uns et les autres, et de pouvoir les identifier. Donc les identifier, ça veut dire par une approche taxonomique. Et donc à partir de là, l'idée est de pouvoir avoir une vision assez complète, donc c'est là le niveau holistique, de l'organisation du vivant, entre d'un côté au niveau le plus petit, les macromolécules composants biologiques du vivant, et à la plus grande échelle, la planète comme le plus grand être vivant, Gaïa. Et donc avec tous les niveaux intermédiaires entre les écosystèmes, les réseaux de communautés, l'organisation des organismes, la mise en place des gènes, etc. Donc la vision holistique, c'est d'être capable finalement de passer d'un niveau à l'autre et donc de pouvoir jongler avec ces divers niveaux de connaissances. Ça a l'air de rien, mais c'est un des trucs les plus compliqués qui soit aujourd'hui dans les approches scientifiques, c'est de pouvoir intégrer toutes ces visions et de pouvoir jongler entre les unes et les autres. En général, la science au 19e siècle a quand même compartimenté pour qu'on puisse s'intéresser à chaque point, simplifier, limiter la complexité. Aujourd'hui, on est plutôt engagé dans une voie où maintenant qu'on a une vision assez claire de chaque dimension, chaque aspect, on essaye de réunir l'ensemble, d'intégrer les éléments pour avoir une vision, un accès direct à la complexité. Et en plus, ici, on a un autre point, c'est la dimension l'espace. Alors ici, vous avez avec l'expédition Tara Océan, tous les petits points ici, c'est tous les points où du plancton a été échantillonné. Donc il y a eu environ 250 stations d'échantillonnage avec un bateau qui fait le tour du monde ou 2 fois le tour du monde pendant 2 ans et qui arrive à 250 échantillons. Donc c'est à la fois beaucoup et très très peu compte tenu de l'immensité de l'océan.
Alors ça a quand même permis du coup les approches avec ces échantillons qui étaient envoyés dans des laboratoires de biologie moléculaire, de biologie cellulaire, de physique-chimie, d'informatique, etc., de retracer finalement, d'identifier, répertorier l'ensemble des êtres vivants qui ont été présents dans ces échantillons, et de pouvoir aussi les replacer dans un contexte physico-chimique, c'est-à-dire où à tel endroit, à telle latitude, avec tel pH, telle température, telle lumière, on va trouver tel ou tel type d'organisme. Comme ça, on peut avoir un répertoire spatio-temporel de l'ensemble de cette complexité, de cette biodiversité du vivant dans le plancton. Alors à partir de là, cette expédition, elle a été très prolifique, elle a apporté énormément d'informations. Par exemple, c'est elle qui a mis en avant qu'il y avait au moins 200 000 espèces de virus ADN et ARN qu'on ne connaissait pas dans les océans, qu'il y avait au moins 120 000 genres de caryotes, donc de cellules et d'organismes avec des cellules à noyau dans les eaux de surface, qu'il y a 200 millions de gènes eucaryotes dont 60% ne sont pas connus dans les bases de données, c'est-à-dire qu'on a échappé à tout ce qui a été fait jusqu'à présent, et ce qui est quand même considérable, une quantité de gènes inconnus qui restent donc à identifier et homologuer. Donc 50 millions de gènes prokaryotes, ça veut dire par exemple les bactéries, etc. etc. Donc il y a beaucoup d'informations qui est générées juste avec un bateau qui fait 200 échantillons, donc des points infiniment petits par rapport à la taille de l'océan, et donc qui apportent toute cette information. Donc c'est là, il y a l'idée qu'à partir de là, on a appris beaucoup, mais en fin de compte, c'est rien par rapport à tout ce qu'on n'a pas vu, puisque l'océan lui-même est beaucoup plus grand que ces points d'échantillonnage à droite à gauche. Donc du coup, alors oui, il y a aussi l'idée que quand vous regardez le plancton, il y a un côté splendide, c'est que c'est très esthétique, on a des micro-organismes qui ont des formes incroyables. Si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille vivement d'aller voir des vidéos de Christian Sardet, le maître du plancton, donc qui a fait des magnifiques vidéos qui s'appellent les chroniques du plancton, visibles sur YouTube ou sur le net. Il suffit que vous mettez Sardet, S-A-R-D-E-T, chronique du plancton, vous trouverez. Il a aussi un magnifique bouquin plancton avec des illustrations géniales. Et donc là, ces images sont extraites de ce livre. Et donc là, vous avez un petit exemple, une petite collection de la diversité incroyable de ces petits organismes vivants et des formes, leur composition et leur stratégie. Par exemple, ici, vous avez un organisme, c'est une grande cellule qui elle-même est parasitée par des petites algues vertes et qui est maintenue dans l'eau avec un exosquelette qui contient comme un métal qui est du strontium, pour vous dire un peu la biodiversité incroyable qu'on peut rencontrer. Alors ici, il y a aussi l'idée que des petites algues unicellulaires contribuent aussi à façonner la planète. Alors je ne parlerai pas des fossiles, du pétrole et compagnie, mais ici on a un exemple formidable avec les coccolithes, les coccolithophores. Là c'est une petite cellule qui fabrique du calcaire et se met une série de chapeaux chinois autour d'elle pour se protéger d'une certaine manière, avoir une flottaison et une certaine carapace solide dans l'eau. Et en fait, tous les ans, pratiquement, vous avez des énormes efflorescences, superproduction de ces cellules qui font comme des nuages qui sont visibles en satellite et qui viennent se déposer et former les falaises de Folkestone en Angleterre et d'Étretat en Normandie. Donc, fait processus qui a nécessité des millions et des millions d'années pour se faire et qui reproduisent tous les ans une biomasse de cellules qui elles-mêmes vont déposer leur carapace quand elles meurent, qui elles-mêmes vont s'accumuler et pour faire notamment ces massifs calcaires. Alors nous, ce qui nous intéresse beaucoup du coup dans cette histoire, et sous l'impulsion de notamment de Colomban de Vargas et aussi des chercheurs qui travaillent à l'EMBL, donc le laboratoire européen de biologie moléculaire à Heidelberg, c'est finalement de passer dans la direction, dans la dimension de la biologie planétaire. On a quand même eu une certaine tendance ces 30-40 dernières années à se préoccuper essentiellement de notre nombril, ce qui n'est pas si mal, essayer d'améliorer notre santé, c'est toujours une chose importante. Mais par contre, ça veut dire que toute la biologie dans les labos de recherche, elle s'est orientée avec la médecine pour s'intéresser à l'homme et à la biologie humaine. Et du coup, beaucoup de niveaux de connaissances et de recherche sur d'autres aspects de la biologie ont été un peu délaissés. En particulier, d'ailleurs, le naturalisme, la biologie naturelle, l'observation du vivant. Donc petit à petit, on s'est rendu compte que des gens qui s'intéressent à ça, il n'y en a plus beaucoup. Et donc il y a cette idée de renouer, de relancer ces recherches.
et de s'intéresser au niveau, à l'échelle globale de la biologie, donc de l'intégrer au niveau de la planète, de Gaïa. Alors, pour revenir à la mer, à l'océan, donc ici il y a cette notion du paysage marin, et donc avec l'objectif de cette présentation, c'est une de nos problématiques, c'est comment générer une mesure homogène du microbiome à l'échelle de la dynamique de l'océan global. Alors dans le plancton, une grosse partie du plancton, on le met dans la catégorie du microbiome. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de micro-organismes, d'organismes invisibles à l'œil nu, et donc qui sont des microbes. Donc, ils font partie de ce qu'on appelle le microbiome marin. Quand on parle du microbiote chez l'être humain, par exemple, dans notre intestin, on a plutôt tendance à se focaliser sur les bactéries. Quand on parle du microbiome marin, on a une vision plus large, on s'intéresse aux micro-organismes marins qui peuvent aller jusqu'aux zooplanctons qu'on verra tout à l'heure d'ailleurs avec une petite démonstration. Alors ici, avec Tara, on a juste fait, pendant un an et demi, 2 ans, quelques points dans la mer, et qui nous ont donné beaucoup d'informations. Mais si on veut vraiment aller plus loin, il faut être capable d'échantillonner tout le temps partout. Le plancton, il se balade avec les courants, avec la saison, ça change, ça apparaît, ça disparaît. Beaucoup le phytoplancton, donc le plancton qui a des propriétés plutôt végétales, a une capacité de reproduction très grande, c'est-à-dire que plusieurs fois par an, la biomasse totale du plancton est régénérée. Donc ça évolue, c'est très dynamique, ça évolue très vite. Donc on a des changements permanents par les mouvements, les courants, les saisons et les capacités de reproduction de ces organismes. Donc si on regarde un endroit donné à un moment donné, ça va nous donner une idée de ce qui se passe, mais ça va être très très loin d'avoir une vision d'ensemble. Pour avoir cette vision d'ensemble, il faut être capable pratiquement d'échantillonner partout et tout le temps. C'est pas parti, toi, David? Excusez-moi, une petite aparté. Et donc, du coup, échantillonner partout et tout le temps, c'est quand même assez compliqué, notamment par la mobilisation de scientifiques pour être capable de faire ces projets, et le coût que ça représente. Une journée d'un navire d'océanographie, c'est un minimum 40 000 €. Et les outils typiques scientifiques qu'on utilise pour pouvoir observer, alors il y a les outils pour l'ADN environnemental, séquencer l'ADN, on en parle beaucoup maintenant à des tas de niveaux, ces outils et ces appareils, ça coûte de moins en moins cher, mais enfin quand même, ça a un coût important, surtout si on fait ça à très grande échelle. Et si vous avez un outil, c'est un flowcam, c'est une caméra qui permet de visualiser à l'échelle microscopique les organismes du plancton, son coût c'est de 65 000 €. Si on veut observer le plancton partout, il faut des flowcams partout, le coût que ça représente est très élevé. Donc du coup, il y a eu cette idée de Colomban de Vargas et d'un certain nombre de ses partenaires de l'époque de mettre en place ce projet Plancton Planète, c'est-à-dire d'être en mesure avec des partenaires plutôt citoyens, donc embarqués dans des navires, des voiliers, donc des plaisanciers, des cargos, toutes sortes de personnes qui ont un lien étroit avec la mer, un intérêt pour le plancton, les pêcheurs, les ostréiculteurs, etc., etc. De mettre en place un système, une méthode, une approche et des outils pas très chers, le moins cher possible, et avec une faisabilité, une capacité à pouvoir mettre ces outils dans les mains de gens qui ne sont pas des professionnels scientifiques, de manière à ce qu'ils puissent contribuer aussi à obtenir des données, des informations et un suivi du plancton avec des résultats qui ont une qualité scientifique, donc qui peuvent être exploités dans les recherches par des scientifiques. Donc du coup, la vision de Plancton Planète, elle est résumée très simplement ici. Alors on parle de citizens, des citoyens de la mer en anglais, et les planctonautes, donc des personnes qui sont à mesure de faire ce travail de collecte et d'analyse du plancton, donc pour avoir une mesure coopérative, frugale et pérenne. Coopérative parce que tout le monde se retrousse les chemises en même temps pour travailler ensemble. Frugale avec des outils qui ne sont pas très chers, le moins cher possible, et pérenne qui puisse tenir le coup dans le temps, c'est-à-dire un travail qui puisse être standardisé et assez stabilisé de manière à ce que aujourd'hui, l'année prochaine, dans quelques années, on procède toujours de la même chose pour pouvoir comparer les données qu'on obtient. Alors il y a cette notion assez mégalo
d'avoir un projet à l'échelle planétaire, ça veut dire qu'il faut être en mesure de pouvoir impliquer tout le monde partout avec la même chose, et d'intégrer ce travail à l'échelle du vivant dans des modèles de biologie planétaire, donc avec la biosphère, etc. Et donc la mission qu'on a, nous, finalement, là-dedans, c'est de mettre en place les outils et les protocoles frugaux, peu coûteux, maniables, éventuellement, si tout va bien, d'open source, ce qui peut parfois être un peu plus compliqué que ça paraît, mais open source, ça veut dire que les plans des outils ou des programmes informatiques qui sont développés derrière sont ouverts, sont accessibles à tout le monde. Et donc avec l'idée qu'à partir de là, on a une mesure cohérente, on a quelque chose qui tient la route, on a du costaud, des données qui sont fiables et qui puissent être montrées et comparées un peu partout. Alors, pour mettre en place ce projet, depuis 2000, ça date de 2015 à peu près, bon, il y a un certain nombre de personnes qui ont été impliquées. Moi, je suis rentré dedans en 2019, Kelly un peu plus tard, 2021. Et bon, là, vous avez une galerie de portraits. Alors, il y en a certains qui n'y sont pas, et je m'en excuse pour eux. Il y a d'ailleurs Evan qui est quelque part dans la salle, qui n'y apparaît pas, mais il est là. Et lui, c'est un philosophe, d'ailleurs. Parce que là, on dit une équipe éclectique, marin, chercheur, ingénieur, étudiant, philosophe au singulier. Alors, à l'époque, le philosophe au singulier, c'est le directeur de l'institut où il travaille à Paris. Mais avec cette personne, maintenant, on a aussi un thésard en philosophie qui travaille avec nous, qui fait son lieu d'été, d'ailleurs, à l'observatoire pour se renforcer en biologie marine et en plancton. Alors, on a des valeurs, on essaye d'avoir des valeurs. C'est pas toujours facile quand on est entre êtres humains de garder des valeurs. Quand on parle de respect, de transparence, de partage, de collégialité, de frugalité, de simplicité, c'est pas une mince affaire. Mais c'est ce qu'on s'efforce de maintenir, de mettre en place et de maintenir. Donc ça veut dire quand même qu'on a des fois affaire à des gens qui ont du caractère, même dans notre équipe, et que donc on peut s'engueuler. Mais l'idée c'est qu'on dépasse ces niveaux, ces crispations, et qu'on soit capable de bien s'entendre et de mettre notre intelligence, on va dire en commun, être dans l'intelligence collective. Alors justement, l'intelligence collective, c'est un peu une des devises de Science Ensemble. Science Ensemble, c'est une plateforme qui a été mise en place au Muséum d'Histoire Naturelle, en partenariat avec Sorbonne, au sein de l'Alliance Sorbonne Université. Donc, moi je suis le référent d'ailleurs de Plancton Planète dans ce collectif de Science Ensemble au Muséum. Donc c'est l'ensemble des projets de sciences participatives qui ont été créés ces dernières années, qui sont bien souvent d'ailleurs en relation avec la nature et la biodiversité et une vision naturaliste, mais il y a aussi en langue, en sciences, en médecine, en physique, il y a plein d'initiatives. Et donc ici on est au niveau du défi de l'intelligence collective, et avec l'idée que chercher ensemble devient ainsi naturellement le défi de l'intelligence collective à relever au XXIe siècle. On a besoin aussi, c'est un élément très important pour nous. Moi j'étais activiste de la science il y a 10-15 ans à l'échelle européenne, et c'est ça qui m'a amené petit à petit à m'orienter vers ces voies-là. Il y a une idée aussi de reconnecter alors les gens avec la nature, les scientifiques et les non-scientifiques, et donc de redonner un peu, redorer le blason de la science, et aussi que cette science soit davantage pour le service, l'intérêt général, le bien public. Donc là, on a beaucoup de boulot, et d'où l'importance d'interagir avec la société et avec les citoyens. Alors, il y a quelques jours, on a enfanté d'un nouveau projet qui a été finalement aussi incorporé dans Science Ensemble, c'est les planctonautes d'Île-de-France, parce que le plancton, il y en a dans la mer, mais il y en a aussi dans l'eau douce. Dans l'eau douce, il y en a dans les marais, les lacs, les étangs, les rivières, et ils sont aussi très importants. D'ailleurs, souvent, ils sont assez proches, sont des cousins du plancton marin. Et il y a l'idée que, puisqu'on développe des outils pour étudier le plancton en mer, on va aussi le faire à terre, dans les marais. Et donc là, on va lancer une approche pour étudier le plancton dans tous les lacs et les plans d'eau d'Île-de-France. Ce qui permettra aussi à nos étudiants, ceux qui par exemple de temps en temps viennent à Badous au niveau de la biologie marine, de pouvoir avant se rôder, s'aguerrir sur nos outils à Paris avec ces approches-là. Et je reviendrai dessus après avec la mission que vous avez eue. Alors ici en 2015-2016, on a eu une preuve de concept avec
une flotte de volontaires, de marins bretons essentiellement, de voileux autour de la Bretagne. Ce projet est né à Roscoff, dans la station biologique de Roscoff. Et donc là, il a mobilisé un certain nombre de Bretons avec un petit kit assez simplifié par rapport à ce que je vous ai présenté après. Il y a l'idée qu'il y a un petit filet avec une maille fine, on retient le plancton. Et là, après, on le mettait sur une petite membrane, on faisait une petite galette en retenant ce plancton du filet sur une membrane très fine. Et qu'ensuite, sur une poêle à frire, on faisait sécher ce plancton pour le déshydrater. Ensuite, on le mettait dans une enveloppe, on l'envoyait par la poste, et il arrivait à Roscoff, où à Roscoff, il était traité pour en récupérer l'empreinte ADN présente dans ces échantillons. Et donc, à partir de là, tous ces volontaires qui ont donc parcouru les océans, qui en quelques mois ont fait plus de stations que Tara en 1 an et demi, ont obtenu des données. Donc là, on a le parcours d'ensemble de tous les bateaux volontaires. Et donc, ont obtenu des données qui nous ont permis de publier des publications montrant que cette approche, en fait, obtenait des données qui étaient de même qualité que celles qui étaient obtenues sur Tara. Et montrant aussi des outils que je vais présenter maintenant, dont en particulier le planctoscope, qui s'avèrent être tout à fait valables pour obtenir des données scientifiques, des données de qualité, tout en ayant un coût bien plus faible, malheureusement un peu trop cher par rapport à ce qu'on espérait, mais on a fait le mieux qu'on a pu, et on a quand même ici un outil qui, par exemple, est aujourd'hui à peu près 15 fois moins cher que l'équivalent d'un outil professionnel. Alors voilà la boîte à outils frugaux. Alors je dis frugal, quand on parle de frugal, on parle finalement de quelque chose qui n'est pas cher. Donc ça peut amener à l'idée que si on parle d'outils frugal, on peut parler, alors les Indiens ont beaucoup développé cette notion de frugalité, d'ingénierie frugale, et donc pour finalement avec 3 francs 6 sous et des éléments, d'être capable de produire des petites machines, des petits prototypes, des petites choses qui valent vraiment 3 fois rien. Alors nous, nos outils, malheureusement, ils valent un peu plus cher que ça, mais ça se joue entre quelques centaines d'euros et quelques milliers d'euros. Mais par contre, par rapport aux outils professionnels, on est en général entre 10 et 20 fois moins cher que les outils professionnels. Alors ici, vous avez les filets à plancton. Il y a plusieurs prototypes de filets à plancton qui, dans une condition ou une autre, nous permettent de récupérer le plancton. Là-dedans, la maille aussi, la taille de la maille est importante. Le filet doit avoir des petits trous qui soient bien standardisés. Il y a des fois des mailles où il y a des petits trous, mais de temps en temps, il y a un gros trou. Et donc, la maille en question, du coup, elle est défectueuse et ça ne marche pas. Donc, on a un contrôle qualité. On a besoin d'objets de qualité. Et on doit veiller à ce que ces filets soient facilement exploitables, notamment pour être tirés par un navire de la Marine nationale. Alors ici, on a une boîte qui est ce qu'on appelle le lamprey, je vais revenir dessus après, mais ça c'est important pour préparer les échantillons, pour en extraire et en identifier l'ADN des organismes qui sont dedans. Ici, on a le planctoscope, dont on a un représentant qui est ici. Le planctoscope, donc, qui nous permet de faire ce qu'on appelle de l'imagerie quantitative. Vous allez voir après de quoi il s'agit. Et puis là, on a notre petit chouchou, en particulier celui de Kelly, le Curiosity, donc, qui est présent ici et qui nous permettra dans quelques minutes de voir le plancton qui a été pêché par Kelly et Candela il y a 1 heure dans le port de Bagnols. Et donc il vous montrera l'intérêt d'avoir un outil pareil, très simple et très facile d'usage et très performant par rapport à ce qui nous permet d'observer. Alors, un niveau important quand on parle d'observer des organismes vivants qui sont invisibles, c'est qu'il y a quand même des ordres de grandeur de taille. Et donc il y a le champ d'observation. Donc le champ d'observation, par exemple dans le principe de Plancton Planète tel qu'il est aujourd'hui, ne prétend pas être capable de tout observer du plus petit au plus grand. On se donne une fenêtre. La fenêtre de taille, elle se situe à peu près au niveau du protiste. Les protistes, c'est des unicellulaires qui constituent une grande proportion du phytoplancton et donc qui ont une abondance et une diversité énorme dans les océans et une importance majeure. Donc avec nos outils, on est très orienté sur cet ordre de grandeur et un peu plus grand qui va vers du zooplancton. Et nos outils ont
comme on a toujours des limitations, on ne peut pas tout observer avec un outil universel qui serait capable de tout. Ou si c'est le cas, quand ça existe, c'est des outils qui valent une fortune. Donc nous, notre objectif d'avoir des outils pas trop chers nous a limités, mais quand même pour observer une catégorie qui est très abondante et très importante dans cette fraction plancton des organismes marins. Alors il y a l'idée qu'on évolue, on a des partenaires dans l'ingénierie, en physique, en biologie, qui sont petit à petit en mesure de nous apporter de l'innovation, des idées nouvelles, des prototypes, des possibilités d'améliorer nos outils et d'aller plus loin. Alors là, je reviens sur ce que je vous ai expliqué, montré rapidement tout à l'heure. Donc là, vous avez ce qu'on utilise aujourd'hui, qui ont été un peu optimisés, améliorés au maximum avec la première mission Bougainville qui est en cours actuellement et sur lequel je vais revenir après. Vous avez ici typiquement les prototypes de filets qui ont été un peu ajustés, améliorés grâce à ce qui a déjà été fait sur la mission Bougainville. Donc on l'utilise aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je pense que ça serait un peu emmerdant. Ici on a le lamprey. Le lamprey, donc c'est cet outil. En fait là, on a un jus de plancton, on le met dans un petit réservoir. Le petit réservoir il est là. Et puis on a une petite pompe qui est quelque part ici avec un moteur qui entraîne le liquide à descendre dans un tube et puis ce qui arrive sur une membrane. La membrane elle est très fine et donc les organismes vivants se déposent et s'accumulent sur la membrane. On fait une sorte de galette. Et cette galette, quand on l'a là, on peut la conserver, on la met dans un jus, dans un liquide qui va avec des stabilisants pour empêcher que l'ADN et l'ARN qui sont dedans et qui nous intéressent ne soient pas dégradés, soient maintenus dans l'état. Et à partir de là, ces organismes, on va les exploser dans un tube à essai avec des solutions adéquates pour en extraire l'ADN ou l'ARN. Et là, on a des techniques qui nous permettent ensuite, avec du séquençage, d'avoir en fait l'empreinte ADN de l'organisme qui est dedans, et donc de reconstituer même l'ensemble des organismes qui sont présents dans l'échantillon qu'on a mesuré, simplement par l'identification de certains morceaux d'ADN très particuliers qu'on connaît bien maintenant, qu'on est capable d'étudier finement par de l'amplification, etc. Mais je n'entrerai pas dans le détail là-dedans, mais qui nous amène au final à avoir une idée de la composition d'un organisme qu'on avait dans notre échantillon. Donc les approches de génétique aujourd'hui, l'ADN environnemental, on en parle beaucoup. Après, vous avez avec les techniques de PCR pour identifier le coronavirus, par exemple, aussi, on parle beaucoup de PCR. Donc, de travailler avec l'ADN d'une manière ou d'une autre, avec les biotechnologies, qui nous permettent, au final, de pouvoir retracer, dans mon échantillon de flotte, j'ai détecté l'ADN de tel organisme, tel organisme, tel organisme que vous pouvez voir ici. Donc comme ça, on a un paysage des espèces présentes dans un échantillon. Alors, c'est l'intérêt de cette approche donc génétique, via la génétique, qui a été validée à l'époque de Tara Océan au début des années 2010, de pouvoir du coup identifier des organismes, et éventuellement, même si on ne les connaissait pas avant. Donc de déduire, là c'est ce qu'on appelle la métagénomique, de déduire l'existence d'organismes qui sont présents grâce à leur empreinte ADN. Alors pour contraster ces observations de l'empreinte ADN d'êtres vivants invisibles dans des échantillons d'eau de mer, on a mis en place des microscopes capables, dans une certaine ordre de grandeur, de pouvoir physiquement, par le visuel, identifier aussi les populations d'organismes présents dans ces échantillons. Alors ici, vous avez la dernière version de ce qu'on appelle le planctoscope, donc qui est présent ici. Si vous voulez, d'après, vous pourrez le voir. Je ne ferai pas une démonstration parce que c'est compliqué, mais vous allez voir avec mon diaporama ici comment ça marche. Alors le planctoscope, encore une fois, il permet de voir des organismes qui sont entre une vingtaine de micromètres et 200 micromètres. 200 micromètres, c'est 0,2 mm. Donc là, on est dans du petit. Pour moi, c'est grand parce que moi, les virus qui m'intéressent dans ma carrière professionnelle, c'était plutôt 50 à 100 nanomètres, c'est-à-dire le dixième de micromètre, c'est-à-dire le 10 millième de millimètre. Donc là, on est dans du tout petit, mais qui est quand même assez grand, l'air de rien, mais qu'on ne voit pas.
Alors, ici, on a donc un échantillon, le microscope planctoscope. Il a une interface sur un ordinateur qui permet de le piloter, de le suivre. Et là, vous allez voir un cas de figure. Voilà, dans le planctoscope, on a pareil un liquide qui passe dans un circuit, et puis à un moment donné, dans le circuit, il y a une petite fenêtre, une petite cellule en verre, et il y a une caméra qui est juste projetée sur cette petite cellule en verre. Et le petit ordinateur qui est dans le planctoscope, il fait un arrêt sur l'image régulièrement. À chaque fois que l'image s'arrête, la caméra prend une image. Et après, le circuit redémarre, et de cette manière, dans un échantillon de quelques millilitres, on va prendre une centaine d'images. Et avec cette centaine d'images, on va identifier des milliers de micro-organismes dedans. Donc ces milliers de micro-organismes, on va pouvoir les extraire des images. Avec là, c'est un traitement, c'est de l'informatique qu'on utilise, de l'analyse d'images, qui nous permet, par exemple, ici, vous avez un petit copépode assez sympathique. Il est apparu dans une image, et il y a un processus informatique qui va, la segmentation, qui va le sortir, le dégager de l'image et en faire un objet, une vignette. Donc à la fin du traitement, on génère comme ça des dizaines, des centaines de vignettes, où chaque vignette, dedans, il y a un artefact, un microsédiment, une bulle d'air, une patte d'insecte, ou un vrai organisme vivant, du plancton qui nous intéresse. Donc ici, vous avez une petite collection de vignettes. Donc après ces vignettes, on les envoie dans une banque de données à Villefranche-sur-Mer, qui s'appelle Ecotaxa. Et à partir de là, cette banque de données avec de l'intelligence artificielle, elle va nous classer ces organismes et nous donner finalement, les identifier et nous donner la composition sur un plan taxonomique des organismes qui ont été détectés par le planctoscope. Alors, ce n'est pas encore complètement au point, mais ça l'est de plus en plus, c'est de l'intelligence artificielle, il y a ce qu'on appelle un réseau de neurones. Donc plus on met de l'information dedans, et plus il s'améliore, et pour petit à petit augmenter sa capacité à reconnaître des objets qui, au début, n'étaient pas identifiables. Donc là, je passe dessus, parce que du coup, voilà, sur la mission Bougainville, en particulier aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Donc on a une idée sur les résultats obtenus. Ici, on parle de la concentration, la biomasse, l'analyse des communautés, l'association entre les espèces, la taille, la morphologie. Bref, ça nous donne un certain nombre d'informations que les analystes des données peuvent prendre en compte. Alors maintenant, on a un petit Curiosity aussi qui nous intéresse beaucoup, un petit microscope qui est présent ici et qu'on utilise parce qu'il nous permet d'avoir une vision immédiate de l'échantillon qu'on a prélevé. Et puis aussi, on peut faire de la médiation scientifique, c'est-à-dire avec des échantillons, présenter facilement ce plancton au public. Donc on a ici une grande spécialiste de ce jeu-là, c'est Kelly, qui est ici présente au Biodiversarium. Ça fait 3 ans que pratiquement tous les jours, elle utilise le Curiosity pour présenter le plancton aux gens. Et c'est ce qu'elle va faire maintenant avec vous. Je ne sais pas combien de temps j'ai exactement. J'ai prévu jusqu'à -5, 19h, une petite heure. Je pense qu'on va être dans les temps. Et s'il y en a marre, vous me le dites. Le plancton du jour. De Manu. Alors, on a lu pêcher tout à l'heure du plancton avec un filet à 50 microns. Donc, avec un filet à 50 microns, on va avoir autant du zooplancton que du phytoplancton. Alors, depuis le début, on parle beaucoup de plancton, mais je ne sais pas si c'est clair pour vous de ce que c'est vraiment le plancton, ce qu'on appelle aussi le microbiome. Donc, je fais juste une petite définition simple. Donc là, le plancton qu'on va observer, ce sont des végétaux, des animaux qui se laissent porter par le courant. En fait, le plancton, ça vient du grec planctos, qui veut dire errant. Donc on trouve autant des micro-organismes, alors il y a aussi des grands. Quand je dis des grands, les méduses, ça fait partie du plancton, et pourtant les méduses, c'est grand, c'est visible. Et encore, il y a aussi des micro-méduses qui sont invisibles. Donc on va observer le phytoplancton, qui est plutôt la partie végétale, et le zooplancton, donc zoo, animal.
Donc là, à l'image, on voit que le plancton est quand même bien vivant, il bouge dans tous les sens. Donc là, on va pouvoir se focaliser d'abord sur ce qui ne bouge pas, ce sera plus simple. Donc ma souris, je ne sais pas si vous la voyez bien, ici. Alors ici, vous avez une cellule, c'est un unicellulaire, c'est du phytoplancton. Cette algue-là, on l'appelle Striatella. Donc Striatella, c'est un très joli nom, je trouve, pour une algue. Donc ça fait partie de la famille des diatomées. Et oui, parce que je ne vous ai pas dit, mais dans le phytoplancton, il y a aussi plein de familles et de sous-familles. Et donc il y a une famille qu'on appelle les diatomées, et leur grande caractéristique, c'est leur squelette, qu'on appelle le frustule. Ils ont un squelette en verre. Donc nous, pour fabriquer du verre, fabriquer de la silice, on va chauffer des minéraux à plusieurs milliers de degrés, ça va être compliqué. Eh bien, ces algues-là sont capables de synthétiser du verre, donc de la silice, dans une eau à température ambiante. On appelle ça la chimie douce. Donc cette algue-là, en fait, qu'on voit par transparence, c'est son squelette, et à l'intérieur, la coloration, en fait, ça va être la chlorophylle. Alors, toutes les algues vont posséder de la chlorophylle, mais pas que. On va avoir aussi des caroténoïdes. Donc les caroténoïdes, c'est le grand ensemble. Souvent, on connaît la carotène. Carotène, ça va être orange, qu'on retrouve dans la carotte principalement. Mais les caroténoïdes, ça englobe plusieurs pigmentations oranges différentes. Et donc j'en parle maintenant. Ce qui est intéressant, c'est parce que je ne sais pas si vous voyez tous ces petits animaux bleutés qui se déplacent. Tout à l'heure, il a parlé des copépodes. Donc les copépodes, moi j'ai aimé mes petites peluches. C'est très parlant comme ça. Ça, c'est un copépode. Donc voilà une peluche copépode. C'est un petit crustacé qui fait partie du plancton permanent. Alors je dis bien permanent parce qu'il y a le plancton temporaire et le plancton permanent. Lui, qu'il soit sous forme larvaire ou adulte, il fera partie du plancton. Et là, ce qu'on voit, tous les petits organismes, on est en juillet, c'est la saison de la reproduction, c'est des nauplies. C'est des tout petits nauplies, c'est-à-dire c'est la larve, ou on l'appelle aussi le copépodite, c'est le petit du copépode. Et là, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'ils apparaissent bleus. En fait, ils sont bleus, mais on pourrait dire orange. Alors, pourquoi orange? Là, ça va être assez flou pour vous. En fait, les copépodes que vous voyez ici, bleus, c'est un dérivé de la caroténoïde qui est passé en bleu. C'est-à-dire que normalement, ils devraient être orange, mais à cette saison, ils sont bleus pour se protéger du rayonnement UV, qui est quand même assez conséquent, assez important. Mais aussi, lorsque c'est bleu, ça permet aux autres organismes qui sont censés les prédater, les manger, de moins les repérer. Lorsqu'ils sont bleus, ils se voient beaucoup moins d'une autre couleur. Donc voilà pour les petits copépodites. Alors juste une chose, tout à l'heure je parlais avec deux collègues dans un couloir, des copépodes bleus, et avec notamment, il y a des laboratoires ici qui s'intéressent à la chimie des substances naturelles, et notamment aux pigments, notamment pour des crèmes solaires. Et donc ils se disaient que peut-être ces pigments bleus, enfin orange, un peu modifiés qui deviennent bleus pour la photoprotection, ça serait peut-être pas mal pour une crème solaire. Et donc on se disait que si ça marchait, alors l'été on serait tous des schtroumpfs avec des crèmes blanchисsantes pour nous protéger du soleil. Ça, je savais pas, tu vois. C'est tout nouveau, on en a parlé il y a 5 minutes. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? J'ai même pas besoin de bouger l'échantillon, tellement il y a de choses à l'écran. Donc juste ici, au niveau de ma souris, ça c'est un organisme que tout le monde connaît. Alors je sais pas si vous voyez, mais l'apparence déjà, on voit bien la forme. C'est une larve de gastéropode. Donc gastéropode, c'est les petits coquillages marins. Donc là, on a sous forme larvaire. C'est là qu'on parle de plancton temporaire, du coup. La forme larvaire, en fait, ça fait partie du plancton, mais l'adulte, le gastéropode, les petits bulots, par exemple, ne font pas partie du plancton parce qu'ils peuvent lutter contre un courant. Donc le plancton, en fait, il va se métamorphoser, grandir. Souvent, on dit qu'il va sédimenter. Il ne va plus faire partie du plancton, mais tout ce qui lutte contre un courant, ça sera le necton. Ça sera une autre famille. Donc là, voilà, on a notre larve de gastéropode. On en a deux autres d'ailleurs ici. Et ce qui est intéressant, c'est une autre larve de mollusque qui est dans mon coin là-bas. Vous voyez ma souris? Alors ça, c'est un animal que vous adorez manger avec des frites, de manière générale. C'est la moule. Enfin, en tout cas, c'est la forme de la larve de la moule qui est juste ici. Et donc c'est pareil, la moule, sous forme larvaire, va dériver au gré des courants et ensuite venir se fixer, sédimenter, et ensuite elle fera plus partie du plancton. Ah, j'avais un copépode adulte qui est passé, mais trop vite, je voulais vous le montrer, il est parti. Ah, pour rester sur le phytoplancton. Alors je vais essayer de bouger tout doucement. J'ai bougé vite. Voilà. Est-ce que vous voyez ce trident là, juste ici, intéressant. Donc, le trident qui est là, c'est pas du zooplancton, c'est du phytoplancton. On est sur le plancton végétal. Lui, on l'appelle le céracium. Tout à l'heure, je vous ai parlé des diatomées avec leur squelette en silice. Là, le céracium, c'est un dinoflagellé, encore une autre famille.
Ça peut paraître un peu compliqué, mais si on fait l'étymologie, c'est assez simple. On a dino et flagellé. Souvent, nous, quand on pense dino, enfin moi, la première, j'ai pensé à dinosaure. Rien à voir. Dinosaure, on a dino qui veut dire effrayant, sauros qui veut dire du coup lézard, donc un lézard effrayant. Un dino flagellé, c'est du grec et pas du latin. Et en fait, dino veut dire tournoyer ou toupie. Et donc cette algue-là, elle a la capacité de tournoyer, donc comme une toupie, grâce à des flagelles. Elle a un flagelle du coup au niveau central, un sillon central et un sillon transversal. Et elle va sortir ces deux flagelles, et lorsqu'elle veut se mouvoir, alors je vous ai dit le plancton, ça erre au gré des courants, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas se déplacer. Ça peut se déplacer, nager, mais juste pas à contre-courant. Mais du coup, ce phytoplancton va faire des migrations verticales, c'est-à-dire tournoyer soit pour aller à la surface, ou soit pour aller en profondeur, mais incapable du coup de nager de manière horizontale. C'est ce qu'on appelle un dinoflagellé. Les dinoflagellés possèdent des flagelles pour se déplacer, mais pas que. Et c'est là qu'on a découvert aussi que les dinoflagellés pouvaient faire de la kleptoplastie. Alors, klepto, c'est voler. Kleptoplastie, c'est voleur de chloroplastes. C'est une algue qui est capable de sortir ses flagelles, aller aux abords d'autres microalgues et voler les chloroplastes des autres microalgues pour, du coup, augmenter la surface en fait, de la chlorophylle et faire sa photosynthèse. C'est quand même exceptionnel. C'est plutôt Romain Desbois ou Capone? Alors, excuse-moi Kelly, parce qu'en fait, l'air de rien, il me reste un peu de temps pour parler de la mission Bougainville. Et donc, parce qu'elle peut en parler, demain on y est encore. Hein. D'ailleurs, si vous voulez, demain, aller au biodiversarium et passer du temps, plus de temps sur le plancton avec elle, bienvenue. Peut-être si j'arrive à avoir assez de temps pour conclure ma présentation, je vous parlerai aussi du projet qu'on va essayer de mettre en place de sciences participatives autour de l'Observatoire de Banyuls avec les partenaires citoyens pour étudier de façon suivie le plancton local. Oui. Demain, oui, alors demain, elle ne sera pas là, oui, parce que demain, on va au Cap de Créous, on passe la frontière, et on va aller regarder de plus près le plancton qu'il y a, le plancton catalan côté espagnol. Oui, alors je vais prendre la suite. Désolé de te virer, mais il me faut encore un petit peu de temps et comme je suis à moi-même bavard, à tous les deux, on est redoutable. Donc l'idée de Plancton Planète, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, c'est donc de permettre à des partenaires, quels qu'ils soient, qui ont des possibilités soit de se balader en mer, soit des envies de participer à échantillonner du plancton, donc de travailler avec nous. Donc ici on a des cartes par exemple avec tous les trajectoires annuelles des voiliers de plaisance sur la planète. À côté on a tous les cargos. Et donc on se dit, ah bah tiens, si on pouvait équiper ces gens-là avec nos outils et qu'ils participent, alors là on aura une carte, une collecte, des informations sur le plancton considérable. Donc on est en train d'essayer de pouvoir faire ce genre d'approche tout en gardant aussi une vision artisanale sur des niveaux locaux. On essaie de jouer un peu les deux. Mais alors ça nous a amené, avec la rencontre entre Colombo de Vargas et Christophe Prajuc, à travailler sur la mission Bougainville. La mission Bougainville, alors ici vous avez un BSAOM, donc un patrouilleur embarqué en outre-mer, donc qui est un bateau qui n'a pas une vocation à faire la guerre, qui est plutôt un patrouilleur de vigilance. Alors lui c'est plutôt le narcotrafic ou des migrants en difficulté ou des pêcheurs illégaux. Et donc sur ces navires où il y a une cinquantaine de personnes d'équipage, la marine a relevé le défi de la proposition de Christophe Prajuc, l'ex-chef d'état-major, ce qui facilite quand même un peu les négociations, d'embarquer avec eux des étudiants intéressés par le plancton, donc essentiellement de biologie marine, pour pouvoir échantillonner le plancton avec eux. Alors, en fait ici donc, on a une association originale entre des étudiants, des marins et des chercheurs, ingénieurs, pour pouvoir ensemble réussir notre projet, notre Paris Plancton Planète, d'aller chercher le plancton là où on peut le trouver avec ces navires, dans des zones, en particulier les ZEE, les zones exclusives françaises des mers du Sud, où ces bateaux ont vocation à naviguer tous les ans, toute l'année, à circuler un peu partout.
Donc ça nous a amené à impliquer des étudiants de master de Sorbonne et de l'Alliance Sorbonne Université. Et donc j'ai eu l'honneur d'être le président du jury de promotion de la première promotion et de la deuxième. Donc ici on a la première promotion. Alors on a l'amiral Prazuc, notre directeur de l'Institut de l'Océan au Milieu. Et là vous avez donc Manon, Thomas, Mathilde et Hugo. Donc ils sont les 4 premiers étudiants qui ont été élus et donc qui sont devenus, qui sont actuellement officiers biodiversité. Thomas et Manon à Saint-Denis de la Réunion sur le Champlain et Mathilde et Hugo sur le d'Entrecasteaux à Nouméa. Bon, ils ont eu quelques petits soucis dernièrement, mais ils ont tenu le coup. C'est un peu compliqué pour eux pour faire des échantillonnages, mais bon, ça va, tout va bien. Alors le concept du VOA biodiversité, l'officier biodiversité, VOA c'est volontaire officier aspirant, donc il y a un contrat d'1 an, ils sont un poste sous statut militaire, il y a une formation militaire à l'école navale, et une formation scientifique. L'année dernière elle était exclusivement à Villefranche, et cette année on vient de faire une semaine à Banyuls, il y a 15 jours, et il y aura 10 jours à Villefranche à la fin juillet. Donc ces officiers, VOA biodiversité, quand ils sont en mer, ils sont là à pêcher le plancton sur leur navire et aussi à impliquer les marins. L'état-major de la marine était très intéressé pour aussi éduquer les marins des équipages, pour les sensibiliser à ce qu'il y a le plus près d'eux dans leur vie quotidienne. Et ce qu'il y a le plus près d'eux, c'est le plancton à la surface des océans. Et donc, comme il n'est pas visible, du coup, il y avait l'idée de les éduquer. Et manifestement, ça a super bien marché, ils sont ravis. Et donc, du coup, d'ailleurs, la marine a décidé de prolonger l'opération. Donc, quand on a les VOA, ils marchent par couple, par paire. Il y en a sur un navire, il y en a 2. En fait, il y en a un qui est en mer et l'autre qui est à terre. Et ils alternent. Et donc celui qui est en mer fait son boulot d'échantillonneur et de récolter et de faire toutes les mesures nécessaires. Et quand il est à terre, il analyse les données, il fait du lien aussi, il fait du lien avec le VOA qui est à bord. Et souvent il y a des problèmes d'internet, donc les communications sont relativement difficiles en mer, sauf par le réseau militaire entre la station de base et le navire qui se balade. Et puis, bon, ils analysent les données et ils sont aussi ambassadeurs. À Nouméa, par exemple, l'année dernière, on a eu Hugo qui s'est retrouvé à discuter avec les ministres des îles Vanuatu et d'un certain nombre de Fidji et compagnie autour pour présenter le projet et pour notamment essayer d'intéresser les gouvernements des îles voisines à s'impliquer aussi dans ce genre d'approche. Donc pour les étudiants, c'est un truc incroyable. Donc ici, vous avez Thomas, Mathilde, Manon et Hugo. Il y a aussi Evan qui est là, qui était dans le coup, il les a accompagnés l'année dernière dans la formation à Villefranche. Et puis vous avez aussi, donc vous avez ici Manon. Et Manon, j'ai fait le focus sur elle parce que Manon, elle a été un peu initiée au planctoscope, d'ailleurs par moi-même ici, avant d'être recrutée. Et puis l'année prochaine, elle va revenir, elle va faire sa thèse, la première thèse Bougainville, avec des données de Bougainville, entre des bactéries du phytoplancton, dans un laboratoire de l'Observatoire, avec Pierre Galland, en co-direction avec des gens de Roscoff. Donc elle va venir passer 3 ans ici, en thèse, après avoir passé 1 an en VOA Bougainville. Et là, vous avez les photos de la semaine dernière à la mission Bougainville 2024, donc les 6 VOA qui ont été sélectionnés cette année, donc qui ont eu une semaine assez intense à Roscoff. Donc là, on a cette photo, ça sera plutôt pour la communication de Sorbonne et la communication de la Marine nationale. Mais bon, ils ont quand même eu une vie assez diversifiée, on va dire, notamment avec une dégustation mémorable chez les frères Parcé, dont Kelly est témoin. Et puis aussi 2 repas à la Villa Vintrobert, où on a eu la chance de pouvoir établir un peu notre quartier général, et où donc on a eu 2 soirées de ce qu'on appelle le community building, de manière à ce que ces étudiants qui arrivent et qui vont se barrer pendant 1 an en mer, donc avec les contraintes que ça veut dire et les risques pour eux de se retrouver en grosse difficulté, c'était urgent pour nous, et là pour moi en particulier, qui était un peu le chef d'orchestre de cette histoire, de faire en sorte que très rapidement, ces étudiants se sentent à l'aise, s'épanouissent, aient la pêche, s'apprécient mutuellement, puissent discuter avec nous.
Donc dans ces cas-là, quoi de mieux qu'un bon gueuleton autour d'une table avec des gens ouverts, et après avoir fait une bonne dégustation du Collioure et du Bagnols. Donc, alors parmi ces gens, on a Lucien Vémians, qui est aussi qui a fait son stage de Master 2 dans une équipe de l'Observatoire, et donc qui a été choisi parmi les VOA de la deuxième promotion et qui va s'engager. La marine, malgré les Jeux Olympiques, a pu valider les candidats VOA parmi nos 6 étudiants choisis, ce qui était un peu compliqué parce qu'il y a un problème de dossier de sécurité avec les renseignements généraux qui sont sous l'eau avec les Jeux Olympiques, mais finalement la Marine nationale a décidé de passer outre et de valider ces candidats pour qu'ils puissent faire leur préparation militaire et s'embarquer. Donc Lucien Vémians, donc un produit de la recherche faite au laboratoire Arago. Alors je ne vais pas trop rentrer dans le détail du projet de la mission Bougainville, mais bon, il s'agit pour l'instant de 3 ans. La marine s'est engagée pour aller plus loin. On a les 3 bateaux. On va ouvrir une nouvelle destination avec les VOA de cette année. Il y a Saint-Denis, Nouméa et Tahiti. Donc c'est bizarre, hier on a demandé aux étudiants où est-ce qu'ils voulaient aller l'année prochaine, et pratiquement tous ont dit Nouméa ça ne nous plaît pas trop, par contre Tahiti on est d'accord. Donc on doit trancher, et la marine tranchera certainement pour nous pour placer les 6 dans les 3 destinations. Donc les 3 destinations, vous les avez là, les 3 zones d'études pour l'année prochaine, avec autour les zones d'économie, je ne me souviens plus, les ZEE, autour de ces îles, et donc dans lequel les bateaux ont toute latitude pour échantillonner sans problème d'accord. Si on va sur les eaux territoriales d'un autre pays, il faut des accords très compliqués, très difficiles à obtenir, c'est quelquefois des années de négociation pour avoir l'accord. Donc là, sur les zones qui sont les zones territoriales françaises, d'influence française, là ils peuvent échantillonner sans problème. Alors ici on a un petit plan du bateau, du montage du dispositif sur le bateau avec les filets, les capteurs, et donc comment à partir de là on transforme ce navire qui est finalement un navire d'opportunité. C'est pas un navire scientifique, mais on a l'opportunité dans ce navire de pouvoir l'équiper pour avoir un petit laboratoire opérationnel pour les personnes, les VOA biodiversité qui vont être à bord. Donc cette année, ceux qui sont cette année ont essuyé les plâtres et nous ont finalement aidé à mettre en place nos dispositifs pour devenir opérationnels. Et la deuxième promotion, normalement, va bénéficier de tout ce qui a été fait par le premier pour être opérationnel et à partir du travail qu'ils vont réaliser, générer des données qui vont commencer à avoir du sens. Donc j'en parlerai très peu aujourd'hui parce que ce n'est pas le but. Mais... Donc ici, on a finalement une déroulée d'une expérimentation. On a surtout travaillé à comment faire pour qu'on puisse combiner l'activité scientifique de nos officiers avec leur activité militaire dans un bateau qui a lui-même un programme bien défini. Donc là, je ne vais pas pareil rentrer dans le détail, mais il y a la phase de collecte de données avec nos filets, nos microscopes, nos capteurs, la connexion satellitaire, etc. Et puis après, il y a le travail on s'assoit, on analyse nos données, etc. Et donc tout est mis en place avec un rationnel pour que ça soit le plus standardisé possible et que tout le monde s'efforce de faire la même chose. Donc on collecte les retours d'expérience des uns des autres, etc. Donc ici vous avez un peu l'illustration de la mise en œuvre des instruments. Donc on les voit nos VOA avec les filets, avec chaque approche pratique, et donc de l'objectif de collecter des données. Donc dans cette boîte à outils Frugmo, je vous ai parlé un petit peu de tout sauf des capteurs physiques. Donc je vais en parler très rapidement maintenant. Les capteurs physiques, on a dans un dispositif des capteurs pas chers aussi sur Frugmo. Donc il y a ce qu'on appelle les capteurs PAR, le GPS et le CTD. Le capteur PAR, ça nous permet en fait de mesurer la lumière entre 400 et 700 nanomètres, c'est-à-dire la lumière qui est utilisée par les phytoplanctons pour assimiler les photons et donc faire leur photosynthèse. Et donc mesurer cette lumière-là en fait est assez importante parce qu'elle donne la prédisposition d'un endroit donné à ce que le phytoplancton soit actif. Donc on a des outils qui nous donnent cette mesure en
permanence et qu'on peut, pour environner l'échantillonnage qu'on va faire. Est-ce que ce jour-là, ce qu'on a mesuré, est-ce que la lumière était favorable au phytoplancton ou non? C'est le genre d'information qu'on va être en mesure d'apporter. On a le GPS, alors évidemment le GPS, là on est dans la géolocalisation, pour dire à telle heure, à tel endroit on est échantillonné, on a les coordonnées qui nous permettent de savoir où on était à tel moment. Et le CTD, c'est typiquement un capteur pour mesurer alors le pH, la conductivité, c'est-à-dire la salinité, la température, aussi le niveau, la profondeur dans lequel on a utilisé cet outil. Donc une fois de plus pour environner nos échantillons de plancton. Donc c'est très important. Et aussi on a le satellite, les mesures physiques avec le satellite. On travaille avec une équipe américaine qui elle-même travaille avec la NASA. Et donc là, eux, avec la NASA, il y a actuellement une dizaine de satellites, plus un petit dernier dont je vais vous parler rapidement après. Les images satellitaires permettent en fait d'avoir la couleur de la mer à des niveaux à quelques mètres près. Donc tout est enregistré. Ça veut dire qu'à tout moment, à tout endroit, on peut voir quelle couleur de la mer entre le bleu, le rouge et le vert, c'est-à-dire le visible où les activités photosynthétiques fonctionnent et le phytoplancton peut se développer. Et selon les intensités dans ces niveaux de couleurs, on peut avoir une petite idée de l'abondance de certains planctons vis-à-vis d'autres. Donc c'est ce qu'on essaye de mettre en place et de tester, notamment avec ces gens du Maine. Alors il y a une histoire intéressante avec nos destinations, c'est que ce sont des îles, et les îles chargent la mer autour de nutriments en tout genre, ou de polluants, et donc contribuent à influencer la prolifération de plancton. Après il y a les courants, et donc avec les satellites, on est capable de voir des mouvements où en fait une abondance de plancton à un endroit donné, en fait il n'a pas été produit à cet endroit, il a dérivé à partir d'un endroit de production qui était à côté d'une île à 2 ou 3 000 km. Donc ça c'est le genre de choses aussi auxquelles on s'intéresse pour y voir plus clair. Alors du coup, là ce que je viens de vous dire, en fait on le met dans un pack complet des données collectées entre l'imagerie, la génétique, les données physiques. On va balancer, et donc ça l'année prochaine ça va être un des grands enjeux pour nous, c'est de savoir bien gérer ça, parce que les données aujourd'hui, tout le monde en génère tellement que ça devient de plus en plus compliqué et lourd. Et donc il faut faire ça bien, parce que les données qui sont mal stockées, finalement, c'est comme autant les mettre à la poubelle, et ce qui fera beaucoup moins d'énergie consommée pour rien. Donc il y a le jeu de savoir comment gérer les données, comment les bancariser, comment les partager, comment les interpréter, ce qu'on est en train de mettre en place. Donc on attend un certain nombre de résultats, mais je pense que c'est assez clair pour vous là-dedans. C'est l'idée que on se rapproche de plus en plus du plancton à tous les niveaux possibles pour mieux comprendre comment il marche, quelle est son importance, son impact d'une manière ou d'une autre. Et aussi, un des trucs qui nous amuse beaucoup, mais je vais revenir dessus après, c'est voir si le travail des satellites est valable ou non. Valider la capacité qu'ont les satellites à donner des informations qui traduisent bien des variations d'abondance du plancton par les changements de couleur. Alors je vais revenir dessus après. Alors là, je vous ai présenté rapidement le projet de la mission Bougainville, avec cette idée que ça va nous servir au niveau de Plancton Planète avec la marine, ça rigole pas, donc on est obligé d'être hyper organisé. Nous, dans notre équipe, on est un peu bordélique, on va dire. Donc on travaille beaucoup, mais on va un peu dans tous les sens. Là, il y a une rigueur, une contrainte de bien s'organiser, donc ça nous a fait vachement progresser pour avoir un travail justement robuste et de qualité. Et donc l'idée, à partir de là, c'est de pouvoir aller plus loin dans d'autres dimensions. Alors par exemple, on a beaucoup de voiliers qui nous demandent de travailler avec nous depuis des années, et on a du mal à leur répondre parce qu'on n'a pas toujours assez nombreux pour pouvoir être à la hauteur, on n'a pas toujours les moyens. Mais là, on est en train d'essayer, avec ce qu'on est en train de faire, de renforcer nos ressources, de manière à pouvoir travailler et aider ces voiliers à travailler avec nous, un peu comme ce que je vous ai montré au début dans la preuve de concept. On a un projet qui commence à se concrétiser très sérieusement avec la NASA. Donc là, vous voyez ici le satellite PACE, c'est le dernier satellite qui a été lancé, hyperspectral. Donc il a 200 longueurs d'onde où il peut mesurer dans le spectre de la lumière. Donc là, c'est carrément hallucinant. Et donc, il est en permanence en train de pouvoir mesurer. Et donc, l'idée, c'est qu'à un moment donné, on a des planctonautes
donc une flottille de gens à la voile, par exemple, dans un endroit donné, et qu'on coordonne l'échantillonnage dans cet endroit avec des mesures obtenues par le satellite PACE. Et est-ce que l'abondance, par exemple, en plancton qui ont de la couleur bleue, ou de la couleur orange, ou de la couleur verte, et qui pèsent plus lourd dans la peau, est-ce que ça se traduit aussi bien au niveau de la mesure du satellite PACE, comme l'échantillonnage du planctonaute avec son filet et sa caractérisation? Alors, notre projet en préparation, j'ai presque fini, Mission Méditerranée. On a un truc intéressant en ce moment avec les explorations de Monaco, qui s'intéressent beaucoup aussi à ce qui se passe au niveau Méditerranée, notamment au niveau des aires marines protégées, des parcs marins. Et donc on est pratiquement sur le point de conclure un accord avec eux pour que une de nos piliers, Anna O'Donnell, une Italienne qui vit à Barcelone, qui travaille avec nous depuis pas mal de temps, soit directement impliquée sur un catamaran qui voyagerait sur la Méditerranée, du Prince Albert et des explorations de Monaco, pour déployer nos outils Plancton Planète pour avoir un suivi du plancton avec eux. Et donc ça intéresse par ricochet la région, parce que dedans, il y a aussi le parc du golfe du Lion et l'OFB et compagnie. Alors, ce que je vous ai évoqué rapidement tout à l'heure, ça c'est en route, c'est les planctonautes d'Île-de-France, qu'on appelle aussi les PIF. On était assez contents quand on a trouvé cette anagramme, les PIF. Et donc là, l'idée c'est d'envoyer notamment des étudiants naturalistes en mini-expédition, et aussi de permettre à des étudiants de Sorbonne qui ne sont pas des biologistes marins de formation, mais qui sont éventuellement des étudiants en philosophie, comme Evan, ou des informaticiens, ou des mathématiciens, des physiciens, de s'aguerrir en étant volontaire, en travaillant avec une association d'étudiants naturalistes, Timarcha, qui s'implique dans ce projet, de manière à ce qu'ils puissent se préparer à éventuellement être des bons candidats pour la mission Bougainville. Un exemple parmi tant d'autres. Mais il y a l'idée qu'on mobilise des volontaires parmi les étudiants et parmi les citoyens. Il y a par exemple au lac de Créteil un collectif du lac de Créteil avec des gens qui depuis 20 ans passent au crible toute la biodiversité du lac de Créteil. On va travailler avec eux pour identifier le plancton avec nos outils. Donc il y a l'idée que, alors ce qui est assez marrant avec ce travail-là qui a été amorcé par une de nos collègues épatante qui s'appelle Saïma Amlaoui, une algologue comme on n'en fait plus. Son maître d'ailleurs est très connu à Banyuls parce qu'il y a longtemps il venait beaucoup faire de la plongée ici, il s'appelle Alain Coutet. Et donc il est décédé il y a quelques années et il a laissé une disciple, taxonomiste et naturaliste du plancton, c'est Saïma. Et donc Saïma s'est lancée dans cette aventure à Paris et là elle s'intéresse notamment à publier ces images du Curiosity sur iNaturalist. Et iNaturalist, c'est la grande plateforme, je ne sais pas si vous connaissez iNaturalist, les uns ou les autres, mais donc c'est une grande plateforme aujourd'hui utilisée dans le monde entier pour présenter des êtres, des espèces vivantes. Et il y a des identificateurs qui reconnaissent ces espèces, et donc petit à petit, ça contribue à faire l'inventaire du vivant planétaire. Et là, dernièrement, on a eu, avec ce qu'elle a publié sur iNaturalist, des échanges avec des personnes, des amateurs éclairés, érudits du plancton, mais en étant amateurs, et qu'on va du coup essayer d'impliquer dans notre histoire pour qu'on ait une communauté de grands amateurs de plancton capables de nous aider à reconnaître toutes sortes de plancton qu'on pourrait observer. Parce qu'aujourd'hui, à part l'intelligence artificielle, où c'est quand même pas toujours évident, des gens qui s'y connaissent, par exemple, comme Kelly, il n'y en a pas beaucoup, et des gens qui s'y connaissent comme Saïma, il y en a encore moins. Et dès qu'on s'y connaît dans quelque chose, en général, on est très spécialisé, donc il nous faut une communauté de gens qui connaissent toutes sortes. Par exemple, les diatomées, il y a des experts qui sont différents que les experts des dinoflagellés, etc., etc. Donc on a intérêt à essayer de retrouver tous ces gens-là. Et donc je finirai sur cette diapositive parce qu'un des trucs qui nous intéresse beaucoup, c'est de développer aussi ce genre de projet ici, avec Kelly, son directeur Grégoire, le Biodiversarium, l'équipe les scientifiques et les ingénieurs du laboratoire Arago, aussi avec les gens avec qui on commence à discuter au niveau du parc naturel marin du Golfe du Lion, la réserve de Cerbère,
Et puis aussi une dimension transfrontalière avec des gens de Barcelone qui ont créé un projet de sciences participatives formidable qui s'appelle Observadores del Mar. Et aussi là où on va aller demain avec Kelly et quelques personnes, les gens du parc naturel de Cap de Creus, au port de la Selva, qui est l'endroit aussi où j'habite. J'ai quelques raisons de m'y intéresser. Donc voilà, j'ai fini. Bon, écoutez, je vais parler fort. Je voulais savoir si les collègues d'Île-de-France avaient trouvé du plancton dans la Seine à Paris en ce moment. C'est une question qu'on n'a pas été dans la Seine, les partenaires n'ont pas été dans la Seine parce que c'est pas complètement évident d'approcher la Seine. Et il est dit aussi qu'avec les courants, ça va pas être très intéressant. Mais vous avez raison parce que là, quand même, avant, dans les 15 jours qui viennent, ce sera assez intéressant de savoir ce qu'il y a. Donc, on va leur envoyer un message, envoyer une mini-expédition d'étudiants kamikazes. On va aller regarder. Moi, c'était par rapport à l'IA, savoir s'il y aurait moyen à terme, dans un futur plus ou moins lointain, de donner accès à cette IA de reconnaissance du plancton aux volontaires sur les voiliers, et puis qu'ils puissent, eux, avec leur téléphone, une application, pouvoir directement reconnaître les planctons. Ouais. Alors, avec cette plateforme qui s'appelle Ecotaxa, en fait, telle qu'elle est aujourd'hui, elle est ouverte. Donc à partir du moment avec le planctoscope qui est ici, il est conçu pour, de façon semi-automatique, vous mettez un échantillon dedans et il vous sort des vignettes que vous envoyez sur Ecotaxa qui vous sort le bilan de ce qui a été identifié. Donc c'est déjà le cas en fait. Ouais, mais quand même, il y a des erreurs, c'est un peu flou, c'est pas encore comme ChatGPT, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Oui, bien sûr. Donc, c'est nourrir, bien sûr, voilà. Après, on s'engage clairement dans cette direction. Mais c'est pour ça qu'à la fin, j'ai fini avec Saïma et aussi le naturalisme et les sites naturalistes, parce qu'en fait, pour que ça soit vraiment optimal, on a besoin réunir les compétences naturalistes les plus grandes pour pouvoir pile bien assister l'IA. L'IA a besoin d'être assistée bizarrement. Elle nous assiste, mais si on ne l'assiste pas, elle va faire du fake. J'ai une question. Ouais. C'est intéressant, merci. Merci à vous. Quand vous sillonnez les mers, Ouais. d'un coin à l'autre, vous ne prenez pas l'échantillon partout, vous créez des fenêtres, Oui. à distance de quelques centaines de kilomètres. Ouais. Et dans chaque fenêtre, à quelle profondeur vous allez chercher le plancton? Ça c'est la première question. Ouais. Et deuxième question, annexe. Ouais. Pourquoi pas restreint? Parce qu'on connaît très peu de choses entre les zones benthoriques et l'abyssal. Ouais. Il y a parfois 600 km. Oui, bien sûr. Et il y a à tous les strates, Des strates. il y a des planctons et des micro-organismes, des virus et tous les êtres vivants. Ouais, Donc, la colonne d'eau. pourquoi pas rester un endroit? Pourquoi dépenser l'argent public et prenant des bateaux, emmener des étudiants à gauche, à droite? Je suis un professeur de Paris 6, Paris 7, pardon. Donc, à retraite. Et bon, il y a le temps, mais je peux quand même poser des questions. Est-ce que c'est nécessaire, avant d'avoir accompli les tâches essentielles, d'aller une seule fenêtre pour une zone plus large, plus vaste? En fait, à ce niveau-là, vous considérez que l'essentiel, c'est le vertical. Moi, j'ai entendu des discussions avec des gens qui considèrent que l'essentiel, c'est l'horizontal. Moi, personnellement, je ne suis pas dogmatique, donc je suis d'accord pour que l'essentiel, c'est et le vertical et l'horizontal. Et que du coup, là-dessus, après, il y a à boire, à manger, il y a beaucoup de projets qui se développent au niveau vertical, avec les profondeurs, etc. Nous, on a opté, dans la continuité de ce qui a été fait avec Taha, de regarder dans la colonne d'eau à proximité de la surface, sur en gros une profondeur qui peut être entre 10 et 20 mètres. Mais il y a tellement de trous dans la raquette aujourd'hui que de toute manière, il faut multiplier les échantillons et les recherches
pour meubler les trous et voir clair. Rester statique dans son seul zone. Mais si vous restez statique avec des choses qui sont baladées par les courants, mais si vous restez dans c'est une une zone de information. 50 km autour. Non, mais là, ce qu'on veut, c'est avoir une vision globale. Donc, pour ça, si on est juste sur des points, ça va être on va toujours avoir des gens qui vont nous dire pourquoi vous n'avez pas été regardé à droite. Oui, mais ce n'est pas les gens qui comptent. C'est ce que votre logique, analyse qui compte, où vous devez concentrer votre effort. Quand je vous parle de ce niveau-là, pour moi, c'est les gens qui comptent déjà au sein de notre équipe. Nous, on travaille de façon qui n'est pas individualiste. On n'a pas une personne qui va dire c'est comme ça qu'il faut faire. On a une équipe d'une dizaine ou une cinquantaine de personnes qui sont tous des experts mondiaux, ce qui n'est pas mon cas. Par contre, moi j'ai un peu de bouteille et j'ai roulé ma bosse, mais la communauté d'experts, ils ne sont pas forcément d'accord. Donc à un moment donné, il y a une négociation, il y a un compromis, et qu'est-ce qu'il faut faire? Donc on arrive sur cette histoire qui date déjà depuis une quinzaine d'années avec Tara. Et donc on est intéressé à la fois sur le vertical et sur l'horizontal. On a des filets qui font du vertical, mais on a aussi des filets qui font de l'horizontal. On essaie de les collecter. Gilles, j'aime bien horizontal, mais vous n'avez pas terminé la verticale. Mais bien sûr qu'on n'a pas terminé. Vous devez jamais terminer ça d'abord et ensuite vous confiez ça à nous. Attendez, il y a une répartition des tâches sur la planète, donc il y a beaucoup de chercheurs qui font beaucoup de choses. Donc les personnes dont vous parlez existent. C'est pas forcément nous. Ça peut être d'autres équipes. Il y en a d'autres. C'est un petit... On est des fourmis. Dans l'ensemble. Ah ouais. Donc on se répartit le gâteau. Je ne vais pas monopoliser. Est-ce que Eric Karsanti est lié à ce projet? C'est un peu le père spirituel de ce projet. Vous l'avez connu à l'époque où il dirigeait l'Institut Jacques Monod. Moi je l'ai connu à l'Institut Pasteur dans les années 80. Je l'ai connu à l'Institut Pasteur dans les années 80 avant qu'il aille à l'EML. Je l'ai connu aussi avant. Désolé de revenir sur la question, mais jusqu'à quelle profondeur vous allez? Là, alors c'est comme la balle et le fusil, le temps qu'il faut pour que la balle sorte du fil du canon. On a des filets qui ont une longueur de câble, et grosso modo, alors ceux qui sont plutôt à la traînée horizontale, ils sont sur des hauteurs entre, on va dire, 5 mètres de profondeur à peu près en surface. Et puis ceux qui sont verticales, on peut les faire descendre jusqu'à 50 mètres. Et donc on est entre, on va dire, entre 5 et 50 mètres. Et on sait que par exemple, la nuit et le jour, les copépodes, les zooplanctons, en fait, ils n'arrêtent pas de monter et de descendre. Donc selon qu'on les collecte la jour, selon qu'on les collecte la nuit, au niveau de la colonne d'eau, là où on va les trouver, ils ne sont pas à la même hauteur. Bien sûr que ça fait partie. Donc, par exemple, les gens qui s'intéressent au phytoplancton, ils aiment bien pêcher à midi, parce qu'à midi, les copépodes, ils sont partis au fond. Et puis la nuit, ils remontent pour bouffer le phytoplancton. Donc, c'est ce genre de choses qui nous intéressent. Nous, c'est la dynamique spatio-temporelle. Donc, plus on collecte d'informations à un niveau ou à un autre, mieux c'est. Après, la question par rapport à nous, c'est la complexité de mettre en place des protocoles et de mobiliser les gens. Donc, on y va petit à petit, on est quand même, on essaie d'être humble et modeste, de faire ce qu'on peut. Y a-t-il du plancton dans les grandes profondeurs? Il y a plus de lumière. Alors, là, je vote en touche. Je ne sais pas. Vous savez, moi, je suis un reconverti de la dernière heure, donc je ne suis pas non plus très compétent. Kelly. Ouais, on va trouver des bactéries, par exemple. Donc là, mais la notion de plancton à ce moment-là n'est plus. On rentre dans d'autres définitions, mais on va trouver forcément des bactéries et des unicellulaires en tout genre, et des petites bêtes. Mais elles sont, c'est plus forcément. Dans le plancton, on peut trouver des organismes qui vivent aussi dans plein de compartiments différents, pour répondre autrement. Oui. Bonsoir, merci. Quand vous aurez fini de récolter toutes vos données
se réalisent que tout d'un coup, dans les données qui existent et qui sont à leur disposition, il y a des informations qu'ils cherchent pour répondre à leurs questions. Là, alors on va appeler ça de la sérendipité d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on n'est pas en mesure de prévoir ce que nos données peuvent donner comme information et être utilisées par des gens. Elles sont là et on peut y avoir accès. Voilà. Alors après, il y a des gens d'aujourd'hui qui ont des objectifs assez concrets avec ces données, dans de la recherche fondamentale, ou des applications, par exemple. Alors il y a des questions qui sont assez intéressantes, notamment ici, entre Collioure et l'Escala, c'est la longueur des anchois et des sardines. Il y a une grande question, enfin il y a l'Ifremer A7 a évoqué l'idée que peut-être il y avait dans le zooplancton des espèces qui n'étaient plus assez abondantes et que les sardines et les anchois aimaient particulièrement manger et que du coup ils étaient affamés. Et qu'en contrepartie, ils mangeaient le phytoplancton, mais le phytoplancton, ils ne le mangeaient pas par la bouche, mais ils le filtraient par les branchies. Ce qui contribuait à les épuiser. Et donc, en les épuisant, n'arrivant plus à croître normalement. C'est une hypothèse qui reste encore discutable. Il y a des gens qui cherchent dessus. Les données qu'on peut avoir dans le golfe du Lion sur les variations spatio-temporelles du plancton, du zoo, du phyto et compagnie, des larves d'anchois et de sardines, là il y a un projet de thèse, d'ailleurs qu'un de nos étudiants en BOA a loupé, qui va être mis en route en septembre, qui va étudier, notamment avec des outils comme le planctoscope, la variation spatio-temporelle du plancton et des larves d'anchois et de sardines dans le golfe du Lion, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Est-ce qu'on peut imaginer alors qu'il y a peut-être un jour, tout à l'heure Noiselle a parlé de celui qui était couvert de verre, que peut-être un jour on pourrait, les militaires, je ne sais pas, vouloir copier cette bestiole et se dire tiens. Le biomimétisme, là le biomimétisme est devenu un enjeu majeur de la peut-être future révolution industrielle. Ça, l'être humain ne peut pas s'arrêter de. Donc c'est une possibilité qui est a priori assez attractive. C'est sûr que les militaires. Avec les diatomées, il y a déjà. En fait, il y a déjà des recherches qui ont été faites sur les diatomées par rapport aux frustules en silice, en verre, donc pour créer des médicaments, des nanocapsules contre certains cancers, du coup basés sur le squelette des diatomées. Donc ils font des biotechnologies, donc comme je disais, à base de biomimétisme pour créer, du coup, pour l'instant sur des médicaments, mais après on peut imaginer sur d'autres molécules, comme on parle beaucoup aussi des antifoulings, sur des bateaux qui ne sont pas forcément naturels, donc s'inspirer aussi d'autres molécules pour pouvoir, enfin des molécules naturelles pour faire des biofoulings naturels aussi. Là, vous êtes dans la chaîne alimentaire, donc il y a beaucoup d'organismes marins, du baleine. En fait, c'est le début des réseaux trophiques, en fait, le plancton. Donc le phytoplancton, le plancton végétal, c'est celui qui va se faire manger en premier, donc c'est le primaire. Donc il va se faire manger surtout par le zooplancton, qui est le deuxième maillon. Et du coup, ce zooplancton peut se faire manger par des larves de poissons qui sont elles-mêmes aussi du zooplancton, mais aussi par des petits poissons, comme il disait, les anchois, les sardines. On parlait de diminution de taille. Donc là, il y a plusieurs recherches, c'est vrai, qui sont faites au niveau de l'Ifremer par rapport à certains polluants, d'ailleurs dû au Rhône, parce que le Rhône, il va se déverser en Méditerranée, et certains types de polluants, et c'est pour ça aussi qu'au laboratoire, on fait de l'écotoxicologie. On va travailler sur l'étude de certains polluants, et du coup, l'impact de ces polluants sur, du coup, ces organismes marins. Donc le plancton, c'est celui qui va être impacté en premier. Exemple, la pollution plastique, on en parle beaucoup. Après, il y a tout type de pollution qui est dite invisible. La pollution plastique, c'est celle qui est visible. Et donc ce plastique-là, il se dégrade sous forme de microplastique. Et le zooplancton, lui, en fait, il ingère une partie du coup de ce microplastique qui lui-même va être mangé par les sardines ou les anchois, puis après par les thons. Et en fait, en ingérant du coup ce plastique, il dépense énormément d'énergie en pensant manger du coup de la nourriture. Donc s'il dépense de l'énergie, il a beaucoup moins d'énergie aussi pour se reproduire. S'il a moins d'énergie pour se reproduire, il y en a moins. Et même par rapport aux tailles, s'il mange du plastique, bien sûr qu'il ne va pas grandir comme il faut. Mais il y a énormément de prédateurs du coup du zooplancton et du phytoplancton, vu que c'est la base des chaînes alimentaires. Est-ce que vous observez déjà des changements dans les populations de plancton dus au changement climatique? Alors il y a un grand débat à ce sujet, notamment sur la menace d'extinction du plancton. Donc il y a un
certain nombre de planctologues très connus qui ont lancé ce signal d'alarme, notamment à partir de mesures qu'ils ont faites dans des endroits. Il y a plus de plancton, il y en a beaucoup moins. Mais un des intérêts de notre projet, d'avoir une observation globale, massive, et homogène et générale, c'est justement de pouvoir répondre correctement à cette question. C'est-à-dire que si le plancton se déplace, s'il se régénère ou qu'il disparaît avec des dynamiques très rapides, ce qui est bon aujourd'hui est peut-être faux demain et vice-versa. Donc là, on a besoin d'avoir vraiment des mesures très robustes et très complètes et globales pour répondre à cette question. On a des raisons de penser qu'il y a un problème. Mais en même temps, des fois, avec par exemple les pollutions par les engrais, le déversement de litres d'azote, de phosphate, tout d'un coup on a des efflorescences de phytoplancton, des quantités ou de cyanobactéries, des quantités monstrueuses. Et donc là c'est tout le contraire. Là, tout d'un coup il y a des biomasses dingues de plancton qui apparaissent parce qu'on a enrichi leur milieu par des nutriments qui leur bénéficient, en tout cas certains d'entre eux. Donc c'est vraiment une réponse très compliquée. Après, il y a les effets de baisse d'oxygène, en teneur en oxygène dans l'eau, qui posent problème. Mais je vous dis, là, je pense qu'il faut être capable d'aborder le problème à très grande échelle, et je crois qu'on n'est pas encore capable de le faire. Je ne voudrais pas dire de bêtises, parce que une fois de plus, ce n'est pas mon grand domaine de spécialité, mais de ce que j'ai lu récemment, on est dans ce jeu-là. S'il est possible qu'il y ait un problème, mais il faut pouvoir y répondre correctement. Est-ce que chez le zooplancton permanent, du coup, est-ce qu'on a déjà observé des formes de complexité de communication, de réflexion, d'intelligence qu'on peut avoir chez les plus grands animaux? Ça peut arriver, ce que tu as constaté? Alors, je pense qu'actuellement, comme il y a un énorme intérêt pour ce genre d'études, vu que petit à petit on se rend compte que dans les animaux, et même aussi dans les animaux, il y a des niveaux d'intelligence qu'on ne sait pas imaginer. Là, pour regarder ensuite dans la littérature s'il y a des gens qui ont publié. C'est encore à l'état de discussion. Oui, probablement, mais ça ne m'étonnera pas parce qu'il y a toutes les raisons de penser qu'il y a des gens qui ça va intéresser. Au niveau neurosciences, par exemple. La raison qu'on finisse pas par se projeter si c'est pas déjà. Mais là, c'est des listes de niveaux il faut vraiment aller regarder, mais aujourd'hui avec Internet, si vous voulez, pas. Dans les conditions.